Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous n'allons pas parler de trait de charpente, mais d'écarissage à la hache. Avec l'aide de la mobilette aussi. Alors je me présente, Alexandre de Courville, formateur pour un CAP charpentier bois à Greta de Redon, pour des apprenants adultes en reconversion. Et voici une vidéo qui fait partie d'une série de vidéos consacrée à vous présenter en gros les activités que l'on propose dans le CAP charpentier bois, avec ces thèmes, les projets que nous faisons et notre façon de travailler. Alors nous sommes mi-janvier 2023 et je vais vous partager un projet extérieur qui sera fait par les apprenants fin février 2023, donc dans un mois, mais qui débute pour moi maintenant. Voici le partage d'écran de l'existant, donc là on a... c'est une ancienne boulangerie qui date des années environ 1830, donc le bâtiment n'est pas grand, il est environ de 5 mètres sur 6 mètres avec le four à pain à l'extérieur, là ici là. Et à l'intérieur on a une hotte, là on voit l'entrée du four et là ici il y a une hotte qui est vraiment magnifique. Donc là c'est le bâtiment vu du dessus. C'est une vue rapide, on a, malgré le fait que ce soit un petit bâtiment, il est très intéressant parce que rien n'est parallèle. On n'a aucune cote pareille, aucun mur n'est droit, les deux pignons ont une pente différente. Là on le voit sur la photo, si je reviens... Ici, là on voit bien que cette pente là est différente que l'autre. Donc en fait pour nous c'est un bâtiment qui est assez intéressant dans sa conception et sa réalisation. À l'intérieur des murs, là, ici, là, à l'intérieur du bâtiment, on voit deux triangles, celui-là et puis l'autre. Alors ce sont des fermes, et on a une ferme centrale, donc celle-là, et on a une autre ferme au niveau de la cheminée. La ferme de la cheminée, j'expliquerai ça dans une seconde vidéo, car elle a un but très précis. Et ici on fait un point rapide sur la ferme centrale. Donc voici le rendu final de la ferme centrale. Alors évidemment on est sur papier là, donc tout est beau, tout est mignon, et j'espère que dans la réalité on arrivera à un résultat proche de ce visuel, car nous nous sommes mis quelques contraintes intéressantes. Autant travailler sur un bâtiment de 1830, autant faire la charpente comme à l'époque il y a environ 200 ans. En fait après des recherches, en fait ce style de charpente peut être trouvé dans cette région, malgré le fait que ce soit pas très commun. Les bois des fermes seront équarris à la hache. Et le reste, donc tout ce qui est panne, fêtage, sablière, chevron, coyot, seront débités, eux, en scierie. Par manque de timing, et pour ne pas manger sur la formation, je m'occupe d'équarrir les bois pour les fermes. Dans la suite de la vidéo, en fait, c'est concentré pour vous partager en fait l'équarrissage de 7 futures pièces de bois. Pour ceux qui sont intrigués et intéressés et qui veulent se lancer dedans, eh ben, je vais pouvoir vous faire part de mes premiers morceaux de bois et des difficultés que je rencontre. Donc ici c'est ma future 5e poutre, et je commence par exploiter mes enfants parce que c'est important. Et il faut dire que pour bouger le bois, la possibilité d'accrocher un palan, ça aide énormément. Et en plus je travaille à l'abri de la pluie, donc en cette période hivernale c'est royal. Donc là, voici les 3 haches que j'utilise. Je vais les détailler en fait tout au long de la vidéo, suivant leur utilité, suivant comment je les utilise pour chaque étape. Donc là, je suis en train d'enfoncer des clameaux donc, pour tenir le tronc, pour pas qu'il bouge tout simplement. Donc on le plante dans le tréteau et dans le tronc. Il y a un sacré maintien, ça va permettre pour la suite, vous allez voir l'importance de ces 2 pièces métalliques. Donc là voilà, le petit joujou gain de temps et gain d'énergie, qui va nous suivre tout au long de la vidéo. Comme maintenant le bois est bridé par les clameaux, les fameuses 2 pièces métalliques, je peux
prendre un fil à plomb, tracer l'aplomb, une grande ligne, en fait, qui va me servir de référence et de point de repère tout au long de la taille de la poutre. Vous allez voir l'intérêt de ça par la suite. Ensuite, je trace la pièce. Donc ça va être une poutre droite qui va faire 15 cm de large et 12 cm en hauteur. Donc là, je finis de tracer le rectangle et je regarde les diagonales, ça me permet de vérifier si je suis bien, si j'ai un rectangle correct. Donc là, je fais de même de l'autre côté, un coup de fil à plomb et je trace le même rectangle. Je prends bien en compte le fait que le bois a une déformation, on le voit sur le côté là, sur le côté droit. Une déformation et moi je souhaite avoir une poutre vraiment droite, donc voilà, pour pas me planter, il faut réussir à observer et puis voir notre poutre finie dans le tronc. Donc là j'utilise un écorceur, donc c'est un petit outil qui me permet d'enlever l'écorce pour avoir une surface propre et nette pour les futurs coups de cordex. Donc avec ma jauge, je fais 2 petites entailles légères qui vont me permettre de placer le cordex à l'intérieur pour être sûr d'avoir un bon maintien et qu'il reste en place. Donc là je le frappe. Je fais juste une frappe pour permettre d'éviter d'avoir 2 traits très proches qui porteraient à confusion. Donc là, une erreur d'inattention, vous allez voir que je tends le cordex, mais lorsque je vais le frapper, je ne le lève pas assez. Et finalement, ça me crée un décalage que je remarque que à la fin. Ça me crée un décalage de 6 mm. Et j'ai dû rattraper ça, alors que c'était une erreur d'inattention dès le départ qui m'aurait fait gagner du temps. Donc là, ça ne va pas plaire aux puristes, mais par manque de temps, j'utilise la tronçonneuse pour faire mes premières entailles. J'ai un délai qui ne me permet pas de tout faire à la hache. Donc là, en fait, avec la tronçonneuse, j'essaie d'arriver le plus proche du trait de cordex en essayant de tenir la tronçonneuse d'aplomb. Et ça me facilite beaucoup la tâche et un vrai gain de temps. Donc en premier lieu, j'utilise cette hache là qui provient de l'Europe de l'Est. La de biseau, elle me permet de dégager le gros. Elle a un manche court. Et là, je vais essayer de me rapprocher le plus possible de mon rectangle sans manger le trait. Pour m'assurer d'avoir toujours une vision de mon carré. Donc là, je décide de m'approcher le plus du trait de mon rectangle. Sauf que pour moi, c'est une erreur, vous allez voir par la suite. Parce qu'avec une autre hache, je mangeais le trait et du coup, je vais plus savoir où je suis exactement. Donc là, j'utilise le même style de hache, mais avec un biseau sur le côté, avec un manche long. Ça me permet de monter sur le tronc, du coup d'être en sécurité, parce que je ne prends pas la hache dans le pied. Et au moins j'ai un visuel en essayant d'obtenir, en mettant mon œil vers le bas, une surface d'aplomb. Ce que je n'arrive pas vraiment, mais on essaye de s'y rapprocher. Donc là, même erreur que l'autre côté, je me rapproche trop du trait. Donc là voici ma dernière hache, donc la Doloire, donc c'est une hache à un seul biseau et qui permet d'épouser et de créer une surface plate là sur le côté de ma poutre. Donc là j'essaie de suivre le trait de cordex et en même temps d'essayer d'avoir un visuel sur le carré par bout de la poutre. Donc là avec la hache, je suis à sens inverse du fil, ce qui fait que à force de taper dessus, je rentre dans la poutre, ce qui est pas top. Mais bon, c'est les premiers tests, hein, c'est comme ça. Hein. C'est là où on remarque
les coups de hache, ok, mais il y a vraiment une lecture du bois à comprendre. Donc c'est vraiment un ensemble, hein, les caressages, hein. Il n'y a pas que des coups de hache à donner, quoi. Donc là j'utilise régulièrement le fil à plomb, et ce qui permet de vérifier par rapport à mon trait de cordex du dessus, si je suis bien d'aplomb, et du coup, grâce à ça, réussir à obtenir une surface plus ou moins plane de la poutre. Bon voilà, une surface finie. Si j'ai un conseil à donner, c'est de faire des tréteaux plus grands. Parce que là, il faut que je retire les clameaux, que je bouge ma poutre, que je replace les clameaux de l'autre côté. Donc je suis obligé de recontrôler l'aplomb. Je suis obligé de replacer en fait mon tronc bien aplomb et je perds du temps. Alors que si j'avais eu des tréteaux plus grands, j'aurais simplement replanté 2 clameaux de l'autre côté et j'aurais gagné mon temps. Donc là, même chose de l'autre côté pour les entailles. Donc je vais suivre mon trait de cordex en essayant de mettre la tronçonneuse d'aplomb. Comme on peut le voir, je suis de l'autre côté du tronc, ce qui fait que je me mets déjà en sécurité. Et deuxièmement, la chaîne tourne vers le bas, ce qui fait que la tronçonneuse se porte presque toute seule. Et j'ai juste besoin de me concentrer sur le trait de cordex pour m'en rapprocher le maximum. Donc là, pour cette partie-là, je décide d'utiliser l'autre hache. Ben, pourquoi pas, hein, c'est des tests, hein, c'est l'apprentissage. Hein. J'ai l'impression que c'est très compliqué de savoir quelle hache prendre pour quelle tâche, sachant que d'un écasseur à un autre, il n'utilisera pas les mêmes haches. Suivant sa morphologie et suivant aussi de quel coin de la France il vient ou de quel coin du monde il vient, il n'y aura pas les mêmes haches. Aussi l'époque, certains s'attachent à une époque et utilisent les haches d'une époque spécifique. Donc je pense pas qu'il y ait de vérité par rapport à ça, mais c'est suivant celle avec laquelle on se sent le mieux, je pense. Donc à tester plusieurs haches et puis à faire son choix. S'il y a un point que je n'ai pas abordé, c'est la sécurité, le placement des jambes. Il y a plusieurs fois où la hache, pour ma part, a dérapé. Et il y a un moment, en fait, quand on prend un rythme de croisière, on fait moins attention. Et d'un coup, la hache dérape. Et finalement, ça passe pas loin de la jambe. Donc faut essayer d'être attentif à ça, même si c'est pas toujours simple. Donc là, entre le moment où j'ai taillé la poutre et le moment où je vous parle, j'ai reçu une nouvelle de Loire, donc plus grosse et plus lourde. Celle-là, un tranchant de 22 cm et très légère. L'autre, un tranchant de 33 cm et beaucoup plus lourde. Et j'ai remarqué que celle-là, la petite, je suis obligé de forcer, taper plus fort pour rentrer dans le bois, et ce qui fait que j'ai du mal à me concentrer sur la précision. Je me concentre plus sur la force que la précision. Alors qu'avec l'autre de Loire, après l'avoir testé quelques jours, c'est beaucoup plus simple. En tout cas pour moi, c'est beaucoup plus simple. Peut-être que pour d'autres non, mais pour ma part, c'est beaucoup plus simple. Là ici, après avoir contrôlé avec le fil à plomb, je fais des petites croix bleues, ce qui me permet de voir ce que j'enlève, de voir les parties qui sont bonnes et les parties à enlever. Là on voit que là ça arrache pas mal le bois, hein, parce que là je suis à contre-fil, et en plus à mon avis l'affûtage de mes haches n'est pas... ça doit pas être foufou, donc il faut que je me concentre aussi là-dessus, à passer du temps à affûter correctement. Deux phases de terminées, je vais mettre les 2 coups de cordex restants pour pouvoir faire les 2 autres faces. Donc là on voit les imperfections du coup de hache, hein, qui ont arraché quelques morceaux.
Voilà, donc quand on la met à champ, on voit que c'est quand même une jolie poutre. Elle a un joli cintre, ce tronc d'arbre a un joli cintre, mais malheureusement pour cette pièce de bois, il faut absolument qu'elle soit droite, que cette poutre soit droite. Donc je ne vais pas suivre un cintre, je vais la couper droit. Donc il y a de la perte, mais pour cette poutre-là, c'est nécessaire. D'autres morceaux de bois épouseront les courbes, mais pas celle-là. Donc là j'utilise des serre-joints, on ne voit pas ici mais j'ai les mêmes coups de cordex de l'autre côté. Et ce qui me facilite beaucoup la tâche lors des entailles avec la tronçonneuse. Parce que je n'ai plus besoin de suivre un aplomb ou autre, je regarde de chaque côté mes coups de cordex. Bon, tant qu'on y est, on fait la même chose de l'autre côté là. Bon allez, je repars avec cette hache là parce qu'elle m'a bien plu tout à l'heure, donc pourquoi pas, on y retourne. Donc nous voici avec la petite Doloire. Là je suis dans le bon sens du fil. Comme on voit là, on rentre pas dans le bois, là, les copeaux partent facilement. Enfin facilement, plus ou moins, parce qu'il y a beaucoup de coups à donner avant que les copeaux partent, mais c'est assez plaisant, c'est complètement autre chose que tout à l'heure. Là le résultat est agréable à l'œil. Comme on regarde régulièrement, je regarde sous la poutre pour suivre mon autre coup de cordex qui est en dessous. J'en ai un au-dessus, j'en ai un en dessous. Donc là, même malgré le petit nœud que l'on voit ici, là, ça avance plutôt bien. Donc là, vue du dessus, Doloire qui suit le trait de cordex. C'est pas une étape si simple que ça. On a vite fait de rentrer dans la poutre. On peut ressortir de là un petit peu énervé, quoi. Donc là on peut voir au milieu de la poutre, c'est pas très joli, j'ai le source du fil du bois qui part un peu n'importe comment et j'ai mis 3 plombes à rattraper ça. Je l'ai pas mis dans la vidéo là mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps pour rendre quelque chose de droit et d'esthétiquement agréable à l'œil.
Donc là c'est parti pour la dernière face. Donc juste pour faire un petit point au niveau du timing. Par exemple, pour ma part en tant que novice, donc là c'est ma 8e poutre complète, vraiment complète, faite. Pour un ordre d'idée, à partir du moment où je l'accroche avec le palan, que je la mets sur les tréteaux et mon dernier coup de hache donné sur la poutre, c'est un peu plus de 6 heures. Donc c'est long, mais pour la finition que je souhaite lui donner, c'est le timing que je mets. Donc ça s'améliore un petit à petit parce qu'avant c'était plus. On était plus à 8 heures sur du 3 mètres. Et là maintenant je suis à 6 heures et je suis persuadé que ça va aller mieux dès que j'aurai des haches vraiment bien affûtées, que je saurai comment faire. Que je vais savoir faire une lecture du bois correct. Je vais aussi gagner du temps. Les positions aussi, parce qu'il faut se dire que le soir on a quand même bien mal au dos. Parce qu'on teste des positions, on sait pas trop comment se placer correctement. Et avec une bonne position, on se fatigue moins et on est forcément plus performant. Bon, la vidéo touche à sa fin, on se retrouve pour la prochaine, et cette fois-ci ce sera la totalité du projet, fait par les apprenants, donc on va, dans la vidéo, tout sera détaillé sur les étapes, en passant par le dessin avec la conception, tout le tracé, la taille des morceaux de bois, les assemblages, le levage, et je vous dis à bientôt.